Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Achat responsable, comment bien orienter vos actions. Le webinaire sera présenté par Marie-Hélène Blanchet, consultante et formatrice achat responsable au sein de la coopérative d'entrepreneurs Canopé. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, durant cette présentation, donc, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Marie-Hélène à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut afin de le régler. Alors, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. Je laisse la parole à Marie-Hélène Blanchet. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Eh bien, ravi de votre intérêt sur le sujet des achats responsables et ravi de partager aujourd'hui avec vous ma vision qui va être aujourd'hui une vision plutôt d'organisation. Voilà, c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ce que j'ai prévu, donc je me représente pas, donc Nicolas l'a fait, juste en petit complément, donc sur les formations et le consulting achat responsable, j'interviens aussi bien dans le domaine privé que pour des organisations qui relèvent du code de la commande publique. Donc, ce que j'ai prévu aujourd'hui, donc, c'est de refaire une petite introduction sur ce que sont les achats responsables. On va revoir ensemble quels sont les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques à adresser dans vos relations avec vos fournisseurs. On verra que ça conditionne un certain nombre de nouvelles questions à poser à vos fournisseurs. Et comme les enjeux sont nombreux, les problématiques sont nombreuses, et que vous avez, j'imagine aussi, beaucoup de catégories d'achat, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter un outil d'organisation. Donc, ça prend la forme d'un tableur Excel, mais c'est un outil qui va vous permettre de vous rassurer sur le fait que vous mettez bien la bonne énergie sur les bons enjeux, que vous vous dispersez pas sur des petits enjeux et que vous mettez bien le temps qu'il faut, le temps nécessaire à adresser les différentes catégories d'achats qui ont un fort impact environnemental et social. Et on verra que grâce à cet outil, vous pourrez aussi éviter de tomber dans les pièges du greenwashing qui pourraient être malvenus et mal interprétés par des observateurs externes, journalistes, ONG, etc. Donc, comme le disait Nicolas, on se réservera 10 minutes en fin de webinaire pour des échanges et je répondrai à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Donc, pour revenir en termes, pour une petite introduction sur les achats responsables, donc je vous reprends la définition officielle. Donc, un achat responsable se dit d'un achat de biens ou de services qui minimise les impacts environnementaux et sociaux et favorise les bonnes pratiques entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Donc, ça inclut également la prise en compte de l'éthique des affaires. Donc ça, c'est la définition officielle, je dirais. Si je rajoute ma petite touche à cette définition, je dirais qu'on souhaite minimiser les impacts négatifs, mais et maximiser les impacts positifs. Donc toute la démarche achat responsable est cadrée par une norme ISO qui est la norme ISO 20400. Et on est bien d'accord que les achats responsables sont une brique de votre démarche RSE qui, elle, est cadrée par la norme ISO 26000. Donc, une chose aussi, c'est que si vous faites des choses bien déjà et que vous voulez le valoriser, il existe un label qui s'appelle le label RFAR, donc Relations fournisseurs et achats responsables, qui est un label qui est porté par le médiateur des entreprises et par le CNA. Donc ça peut être intéressant à la fois pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes en interne de votre entreprise, de fédérer autour de ce sujet-là, et aussi de communiquer en externe. Ça peut être une bonne idée de candidater et d'obtenir ce label. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les événements climatiques sont nombreux, de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Beaucoup de crues, de feux, de sécheresses, de cyclones. Donc, et il y a
il y a une espèce, enfin, il y a un consensus au niveau du GIEC sur le fait que c'est bien nos activités humaines et nos activités qui accentuent par la production de gaz à effet de serre, qui accentuent ces phénomènes. Et donc, tous ces phénomènes amènent à une baisse des rendements qui, du coup, rendent compliqué une vie sereine et agréable à tous les endroits de la planète. Donc, nous agissons à titre personnel pour réduire la consommation de gaz à effet de serre, donc c'est-à-dire toute la consommation d'énergie fossile, mais aussi les autres gaz à effet de serre qui sont à considérer, comme le méthane ou le protoxyde d'azote, etc. Donc, à titre personnel, on s'emploie à avoir de meilleures pratiques pour réduire ces impacts-là, mais à titre professionnel, on a un effet de levier bien plus important de par notre posture en tant que professionnel et donneur d'ordre auprès des fournisseurs. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a un consensus scientifique du groupe international intergouvernemental d'études sur le climat, donc le GIEC, et il nous incite à décarboner nos économies avec un but pour 2050, c'est d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on ne produise pas plus de gaz à effet de serre que la planète est en capacité d'en capter. Et ça nous permettrait de contenir une hausse des températures de plus 1,5 degré, qui est déjà quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et donc c'est important et chaque degré évité de surchauffe est important. Au-delà du carbone et des enjeux de changement climatique, il y a aussi 9 limites planétaires. Vous avez déjà peut-être vu ce schéma, qui sont les pollutions chimiques, l'ozone stratosphérique, l'aérosol dans l'atmosphère, l'acidification des océans, la perturbation des cycles biogéochimiques, les questions d'eau douce, d'usage des sols et de biodiversité. Donc, ces 9 limites planétaires sont les 9 limites à ne pas dépasser pour assurer une vie sereine de l'humanité sur notre planète. Donc, tous ces sujets nous amènent à avoir un échange avec nos fournisseurs sur différents impacts potentiels de leurs activités économiques et de notre business. Donc, il y a bien sûr donc l'empreinte carbone, mais il y a aussi d'autres impacts à adresser, comme la gestion des déchets, les conditions de travail, la consommation d'énergie et d'eau, l'organisation de la supply chain et les routes logistiques, la sauvegarde de la biodiversité, l'attention portée à la pollution de l'air et des eaux, donc les eaux douces et les océans. Aussi une attention à porter à l'utilisation des ressources, puisque les ressources existent de manière limitée sur notre planète. Donc, il y a un enjeu sur comment produire des choses en limitant autant que faire se peut l'usage des ressources. Et il y a des enjeux aussi autour des réglementations qui sont à observer. Donc, tous ces sujets, vous allez devoir en faire des questionnements dans le sourcing ou dans vos appels d'offres pour acquérir de la visibilité sur les pratiques de vos fournisseurs, pour qu'ensuite, à l'étude des réponses que vous recevrez de leur part, pouvoir définir des critères de sélection et pouvoir aller vers les fournisseurs les plus vertueux. Donc, l'idée, ça va être aussi de travailler avec les acteurs motivés pour aller travailler sur la durée et au fil des années, minimiser donc les impacts négatifs de leurs activités et maximiser leur impact positif. Donc, ce questionnement, il va se tenir tout au long du processus achat, donc dans les étapes de sourcing, dans les étapes d'appel d'offres, au moment de la sélection des différents soumissionnaires, au niveau de ce qu'on va écrire aussi dans les contrats,
du suivi pluriannuel des performances des fournisseurs et comment on va pouvoir, au fil de plans de progrès, grâce à des plans de progrès, amener petit à petit une meilleure maturité de l'ensemble du panel fournisseur. Et aussi, on va pouvoir définir quels sont les indicateurs de suivi et comment on va en faire un reporting. Donc, vous voyez que les enjeux sont nombreux, donc il va falloir prioriser parce qu'on va pas pouvoir traiter tous les sujets de la même façon. Et c'est pour ça que je vous présente cet outil. Donc, ce qui va être important aussi, c'est de considérer les différents impacts sur l'ensemble du cycle de vie des produits et des prestations. Donc, les impacts peuvent être soit au niveau des matières premières, soit au niveau de la fabrication, du transport, de la distribution, de l'utilisation et aussi la gestion de la fin d'usage qui vont aller soit vers des étapes de fin de vie, soit de la revalorisation qui ensuite remontera vers des matières premières, de la fabrication, de la distribution. Donc les impacts ne sont pas à considérer que sur ce qui pourrait être la tendance. On pourrait être tenté de regarder les impacts que à l'utilisation. Par exemple, sur une machine, de se dire quelle est l'énergie, si je prends un exemple simple d'une machine à laver, combien elle consomme et combien d'électricité, combien elle consomme d'eau, combien, voilà. Mais non, pas seulement. Il va falloir aussi étudier les impacts de quelles ont été les matières premières nécessaires à la fabrication de cette machine et aussi, une fois que j'en aurai plus besoin, comment je vais gérer cette fin de vie. Est-ce que ça sera revalorisable, etc. Donc, c'est l'ensemble de ce cycle dont il faut tenir compte. Donc, l'outil que je vous présente aujourd'hui, ça prend la forme d'un tableur Excel, hein, tout simplement, où je vous propose de mettre sur la colonne de gauche les différentes catégories d'achats sur lesquelles vous travaillez et d'essayer d'évaluer les impacts en termes de gestion des déchets, carbone, conditions de travail, énergie et eau, etc. Et l'idée, c'est d'aller apprécier les impacts en termes de force. Donc, est-ce qu'ils sont modérés, moyens, majeurs, ou est-ce que les impacts, et en même temps, on va apprécier leur fréquence, leur probabilité de survenance. Est-ce que c'est un phénomène qui est fréquent, très fréquent, moyennement fréquent ou très fréquent? Donc, si on essaye de faire l'exercice sur un cas pratique, donc si par exemple j'achète des ordinateurs, je vais me poser la question de savoir, oui, il y a un impact déchet, donc je vais aller mettre la note de 3. Est-ce qu'il y a un impact carbone? Oui, donc je vais mettre la note de 3, les conditions de travail aussi, énergie et eau. Donc cette notation va être une notation qui peut être un peu intuitive de par mes connaissances, mes lectures, etc. Mais en tant qu'acheteur, je vais aussi travailler avec mes clients internes pour apprécier la force et la fréquence des différents impacts pour les différentes catégories d'achat. Donc, on peut le faire de manière comme ça un peu intuitive, mais aussi on peut s'appuyer sur des référentiels qui existent en open source, qui nous aident à apprécier les risques. Donc, je vous en cite quelques-uns. Il y a le SASB standard, il y a Transparency International, il y a un outil qui s'appelle le Responsible Sourcing Tool. Et en fait, c'est des outils qui vont vous aider à apprécier les différents impacts par catégorie d'achat. Donc là, l'idée de mon outil, c'est de passer en revue l'ensemble de ces catégories d'achat. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples sur, je ne sais pas ce que vous achetez, je ne sais pas exactement qui est autour de la table aujourd'hui, mais en termes alimentaires, je me repose la question, quels sont le type d'impact que je peux rencontrer au niveau des achats alimentaires ou au niveau des prestations de nettoyage ou au niveau de la construction des bâtiments. Donc l'idée de cette matrice,
c'est que en fonction des différentes notes qu'on aura mis dans ce tableur, il va y avoir un niveau de priorité qui va s'afficher là sur la colonne de droite en fonction de qu'est-ce que je vais adresser en premier, parce que là, par exemple, comme sur les ordinateurs, il y a 4 il y a 4 notes 3 et 4 notes 5 notes 2, donc c'est ça qui ressort en priorité. Donc aussi, on va les nommer, ces impacts. Donc, c'est mon tableau suivant. Sur les ordinateurs, au niveau gestion des déchets, il y a un impact sur l'emballage, mais aussi sur la gestion des vieux équipements en fin de vie. Donc, on va aller, vous voyez, nommer pour chacun des impacts qu'on aura identifiés, euh, en quoi ça consiste exactement. Donc, ça va nous permettre d'aller poser des questions très précises aux fournisseurs sur quelles sont ces pratiques. Si je prends l'exemple de construction d'un bâtiment, là, la dernière ligne, vous voyez que j'ai identifié qu'il y avait un vrai sujet gestion des déchets par rapport à la construction d'un bâtiment. En fait, les 80% de nos déchets sont liés à des déchets du BTP. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, c'est parce que on aura été identifié cet impact fort qu'on va aller demander aux fournisseurs, donc dans le process d'appel d'offres, donnez-nous de la visibilité sur comment vous allez sur le chantier bah, trier les déchets, comment vous allez les gérer, est-ce que vous allez les revaloriser, est-ce qu'au lieu de détruire, vous allez déconstruire pour éventuellement euh, revaloriser ensuite ce que vous avez récupéré. Donc, vous voyez, je reviens sur ma slide d'avant. J'avais identifié un niveau 3 sur les déchets, un niveau 3 aussi sur les conditions de travail. Donc là, on va aller lui poser des questions sur qu'est-ce que vous mettez en place comme équipement de protection individuelle pour les ouvriers qui vont intervenir sur le chantier, quels sont les horaires, comment vous allez les faire en sorte qu'ils ne seront pas en danger dans la réalisation des tâches au niveau de la construction. Donc, vous voyez que d'avoir identifié ces impacts va nous donner des exemples de questions à poser dans les appels d'offres. Et c'est en posant ces questions et en recueillant de la visibilité qu'on va pouvoir en faire un critère de discrimination entre les différents soumissionnaires. Et comme on va essayer de ne pas trop affoler les fournisseurs qui ne sont pas toujours matures, ma recommandation pour éviter de les noyer, ça serait que en année N, enfin la première année où vous allez vraiment renforcer ces sujets-là dans vos appels d'offres, vous vous en teniez que à 4, 5 questions maximales pour vous assurer que vous aurez bien la réponse de vos fournisseurs en faisant attention à ce que les questions que vous leur posiez soient bien positionnées sur les enjeux prioritaires. Donc, c'était tout l'intérêt d'avoir été les évaluer. Faire en sorte que vous pourrez bien quantifier et bien en faire un outil de discrimination des offres et que vous aurez bien la possibilité, pendant la durée du contrat, de vérifier que les promesses qui vous auront tenues au moment de la réponse des appels d'offres seront bien mis en pratique dans la vraie vie. Donc, je vois dans cet outil 4 intérêts majeurs. Donc, c'est vraiment un outil pour gérer son temps et celui des prescripteurs et des fournisseurs. Donc, un des premiers intérêts, c'est que ça va vous amener à réfléchir aux impacts et à leur probabilité de survenance pour chacune de vos catégories d'achat. Donc, c'est ça qui va vous permettre de prioriser vos batailles et ça va vous permettre de documenter aussi vos priorités dans votre politique achat. Donc, dans votre politique achat, vous allez faire des choix. Vous allez dire, moi, je vais travailler en priorité sur tel sujet et tel sujet. Et là, c'est une façon de documenter pourquoi vous êtes allé sur ces priorités-là. C'est pas comme ça au doigt mouillé que vous avez décidé de mettre ça dans votre politique achat. C'est que vous avez vraiment fait une analyse rationnelle des impacts qui vous a amené à définir des priorités. Donc, ça va vous permettre aussi de commencer par vous atteler aux familles d'achat les plus impactantes et puis pour laisser aux années suivantes les familles d'achat qui ont moins d'impact. Mais comme ça vous permet d'aller étape par étape.
Ça va vous permettre d'exprimer des attentes raisonnables donc, dans vos requests for information, requests for quotation, donc dans vos appels d'offres, en termes d'écologie et de social, en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie et en vous positionnant vraiment sur les enjeux prioritaires. Et c'est ça qui va vous permettre de faire de l'analyse des réponses que vous allez obtenir de vos fournisseurs, des critères de sélection. Et donc, comme vous aurez adressé que 4 questions la première année, ben, vous aurez déjà votre feuille de route pour visualiser vos prochaines batailles et vos plans de progrès. Donc ça va vous permettre aussi d'éviter de tomber dans les pièges du greenwashing, parce que souvent je vois certains de mes clients qui me disent c'est formidable, on a mis des ruches sur les toits des immeubles de nos bureaux. Oui, mais à côté de ça, ils financent les énergies fossiles. Donc vous voyez que la bonne action est vraiment anecdotique par rapport au vrai impact qu'ils peuvent avoir au travers de leur business. Ou alors, ils vont aller mettre des touillettes en bambou et des tasses en carton à la machine à café. Oui, c'est certes une bonne chose à faire, mais si à côté tout le top management roule en SUV de fonction et qu'il n'y a pas eu un questionnement sur les mobilités, en fait, vu d'un observateur extérieur, la démarche va être quand même assez décrédibilisée puisque vous ne serez pas positionné sur les vrais enjeux avec les vrais impacts. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt, de mon point de vue, de cet outil que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était que c'est vraiment un outil de priorisation et d'organisation et de formalisation de votre démarche. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'étais assez claire. Ça mériterait certainement d'y C'est passer un peu c'est plus de temps. parfait. Et je suis à l'écoute de vos questions. Tout à fait, Marie-Hélène. Merci beaucoup pour cette présentation donc riche en enseignements et pratico-pratiques hein, à travers ces outils. Alors effectivement, on a déjà reçu donc une question, mais n'hésitez pas à en profiter de la présence de notre experte donc pour poser vos questions via le chat et elle y répondra avec plaisir. Alors, Marie-Hélène, donc c'est par rapport au premier outil que vous avez montré, la matrice de présentation, donc d'un outil d'organisation. On avait une question qui était les enjeux évalués sont ceux uniquement de notre entreprise ou global? Est-ce qu'il Vous s'agit avez- d'enjeux évalués de l'entreprise ou est-ce au niveau global? En fait, vous allez, si je reprends l'exemple d'un achat dans le bâtiment, par exemple, vous allez aller évaluer pour votre chantier en particulier quels peuvent être les impacts. Parce que, en fait, ça va dépendre si vous allez construire un bâtiment en bois, en béton, en verre, je ne sais quoi, les impacts à apprécier vont être différents quand même selon votre cahier des charges. Donc, c'est par rapport à votre acte d'achat que vous allez aller apprécier les impacts potentiels. Et c'est plutôt au cas par cas. J'espère Alors, vous aider. très bien, Marie-Hélène. Alors, j'avais aussi donc reçu une question. C'est donc, que pensez-vous de la maturité des donneurs d'ordre et des fournisseurs sur ces problématiques? Euh, c'est vrai que aujourd'hui, bien qu'il existe beaucoup de réglementations sur le sujet, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre les attentes réglementaires et la maturité des fournisseurs. Par exemple, il y a dans le code de la commande publique, je ne sais pas exactement si autour de la table vous êtes plutôt dans des organisations privées ou publiques, mais il y a beaucoup d'attentes par rapport au bilan de gaz à effet de serre qu'on demande aux fournisseurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que on- autant les grands groupes ont fait cet exercice de calculer leur bilan carbone, autant on ne peut pas dire que toutes les PME du territoire ont déjà fait cet exercice. Donc souvent, il y a un décalage. Mais c'est parce que vous allez les questionner, parce que l'ensemble de leurs clients
au travers des appels d'offres, vont les questionner, qu'ils vont être amenés à bouger ou à améliorer leurs pratiques parce qu'ils sentiront qu'il y a une demande de leurs clients. C'est ça, en général, qui fait bouger les choses. Alors, Marie-Hélène, donc on a une autre question de Aude. Donc, l'aspect financier est un gros critère au niveau des achats. Cet enjeu ne rentre pas en ligne de compte. Là, on est vraiment sur, dans les achats responsables, on se questionne vraiment sur comment acheter au fournisseur le plus vertueux en termes d'impact et quel achat va avoir, va le moins dégrader notre environnement ou et va être le plus respectueux des droits humains et des personnes travaillant dans la chaîne de valeur. Donc, l'aspect financier, bien sûr, il demeure. Un acheteur, il va aussi choisir enfin, il va avoir des objectifs d'aller vers les solutions les plus économiques. Par contre, il faut bien considérer le sujet globalement. Et par exemple, si on considère enfin, ces notions de coût complet aussi, entre deux solutions, si je reprends mon exemple de machine à laver, qui est basico-basique, mais bon, on va aller s'interroger sur voilà, quel est le prix de la machine, quel est le meilleur prix entre mes différentes offres des différents fournisseurs. Mais en fait, il faut aller au-delà du prix, il faut aller aussi faire une analyse de coût complet parce qu'il va falloir tenir compte de la consommation énergétique, la consommation en eau des différentes machines pour pouvoir les comparer. Donc, oui, le côté financier demeure bien sûr, mais il faut voir le sujet dans sa globalité. Et s'il y avait, de par vos achats, votre responsabilité était engagée, et s'il y avait des dommages environnementaux qu'il faudrait ensuite réparer, ça serait aussi des dépenses. Donc, le mieux, c'est de anticiper pour aller vers des démarches les plus vertueuses pour que il n'y ait pas de bad buzz et ensuite de mauvaises pratiques environnementales et sociales liées à votre acte d'achat. Alors, merci Marie-Hélène. Une autre question, alors peut-être une réponse peut-être plus courte. Que pensez-vous d'EcoVadis? Bah, Ecovadis, ils font ils sont une aide pour les acheteurs parce que eux font ce travail d'audit des pratiques, de recueil de documents, d'analyse de documents. Donc, en tant qu'acheteur, ça vous évite, vous, de faire ce travail en profondeur puisque eux l'ont déjà fait. Et donc oui, j'en pense plutôt du bien. Et je pense aussi que ça permet de mutualiser. En fait, au lieu que un fournisseur il se fasse auditer par ses 50 clients, bah, il donne tous les éléments à un EcoVadis une fois, et c'est ce résultat-là qui est contrôlé par EcoVadis qui est partagé aux 50 clients. Donc en termes de temps à passer pour se faire auditer, il le fait qu'une seule fois. Donc ça, je trouve ça plutôt vertueux de mutualiser ce travail. Alors, merci Marie-Pierre. Une autre question, donc, quelle est la meilleure méthode pour intégrer dans la note d'évaluation technique financière la note relative à l'aspect RSE? En fait, comme vous allez avoir identifié les impacts, vous allez en déduire les questions à poser aux fournisseurs. Donc, si je reprends par exemple un sujet sur les déchets, si vous dites ben, sur cette famille d'achat, il y a un impact déchet, donc je vais lui demander quel est son pourcentage de revalorisation de ces déchets, par exemple. Et du coup, vous allez pouvoir mettre dans vos critères de comparaison des offres bah, le pourcentage annoncé de revalorisation. Et celui qui vous dit bah, je revalorise 20%, ben, vous lui mettez la note de 2 sur 5, par exemple. Celui qui dit qu'il revalorise 50%, vous lui mettez 3 sur 5. Celui qui dit qu'il revalorise 70%, vous lui mettez la note de 5 sur 5, par exemple.
Donc, ça va être vraiment au cas par cas, catégorie d'achat par catégorie d'achat, en fonction des réponses très concrètes, quantifiables que vous aurez demandé dans votre appel d'offres, que vous pourrez ensuite en faire un outil d'évaluation des réponses et de différenciation. Alors, merci Marie-Hélène. Alors, s'il n'y a pas de nouvelles questions, de toute façon, nous sommes déjà donc arrivés malheureusement à la fin de ce webinaire. Donc, le temps est déjà écoulé. On serait bien effectivement resté ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré et sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Alors surtout, n'hésitez pas à contacter Marie-Hélène Blanchet si vous avez besoin d'aide pour bâtir, renforcer votre stratégie achat responsable. Je vous invite donc à flasher le QR code qui s'affiche actuellement sur vos écrans afin de retrouver ces services d'accompagnement et à accéder aux outils qu'elle vous a présentés durant ce webinaire. Je vous invite également à rejoindre donc les groupes de discussion sur Parcours Croisé dédiés aux achats afin d'interagir avec vos pairs et retrouver donc de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire et je remercie particulièrement Marie-Hélène Blanchet pour sa présentation. Donc à bientôt et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci à tous. Merci Nicolas, merci de votre invitation à intervenir. Merci à tous de votre attention. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me contacter. Donc, si vous avez d'autres questions via LinkedIn, ce sera le plus efficace, je pense. Merci.